Bonjour à ceux que je n'ai pas salués et surtout bonjour et merci à nos invités de la table ronde. Je présente avec la galanterie habituelle des Pieds Noirs, bien sûr, Laura Sahin, qui est née à Marseille, qui est journaliste, qui est aussi dans le monde des médias et de la télévision. Elle a travaillé sur M6, travaillé sur TF1, l'ensemble des chaînes connues. On reviendra sur toi tout à l'heure, Laura. Je souhaite aussi la bienvenue à Fred Néhart, qui est de Lille, le pauvre. Je suis parti il y a très longtemps de Lille. Bon, alors, donc tu es sauvé. Fred, qui est un auteur de bande dessinée, assez connu pour les gens qui connaissent la bande dessinée. Je vais vous citer des noms et ça va vous parler de suite. Si je vous dis Pif Gadget, si je vous dis Spirou, si je vous dis l'écho des savanes, si je vous dis, j'en oublie sûrement, mais bon, tu compléteras. Voilà, Fred est un auteur. Alors c'est important de dire auteur parce que un auteur de bande dessinée, il fait des dessins, il fait des Mickey, comme disait mon père. Il fait des dessins, il colorie. Donc colorie, c'est un métier. Sans dépasser, si possible. Sans dépasser les traits. Et puis il fait des scénarios. Donc il est complet dans la discipline et c'est quelqu'un qui est reconnu de ses pairs. Pourquoi est-ce qu'on vous a fait venir? C'est la question que je me suis posée quand je vous ai vu. non, plus sérieusement, on vous a fait venir parce qu'on cherchait des jeunes, on va dire, fils de ou filles de Pieds Noirs. J'aime pas trop le mot parce que ça fait une coupure par rapport aux générations précédentes. Moi, je préfère dire, mais je sais que j'ai pas tout à fait raison, je préfère dire des Pieds Noirs nés ici. Voilà, c'est comme ça. Mais ça me regarde. Et donc, vous êtes donc de la génération suivante et vous avez produit quelque chose. Et quand on dit production, ça veut dire qu'on laisse des traces et qu'on veut laisser des traces. On est en plein dans le colloque. Vous avez produit quelque chose et quand on produit, ça veut dire qu'on va laisser quelque chose aussi à la communauté et si vous voulez, vous n'avez pas écrit que pour vous. Quand on fait des films de télévision, des documentaires comme tu fais Laura, quand on fait des bandes dessinées Fred, c'est que il y a des messages à faire passer, conscients ou inconscients, et ça nous a intéressés. Et on s'est dit, parce que Laura, oui, j'ai fini de la présenter, tout le monde connaît son super documentaire qui s'appelle Un jour, nous viendrons voir Alger, où c'est un documentaire que moi je l'ai vu, je le connaissais pas honnêtement, mais je l'ai vu il y a pas très longtemps. Je défie quiconque de le regarder sans avoir une larme ou au moins la gorge serrée, c'est pas possible. C'est-à-dire que Laura a permis à ses oncles de faire quelque chose que pardon, et à mon père. Et à son père. C'est 3 frères. Voilà. Ah, je pensais qu'il y avait, d'accord. C'est mon père et ses 2 frères. Bon, donc, ok. Et elle a permis donc à son père et à ses oncles de faire quelque chose que beaucoup de gens d'entre nous souhaiteraient faire et qui n'auront pas fait ou qui ne feront pas. C'est de retourner sur le pays natal et la ville qui les a vus naître, qui les a vus grandir. Et Laura a fait ce genre de cadeau à sa famille. Et la première question, Laura, elle sera pour toi par rapport à ce documentaire. Qu'est-ce qui pousse une jeune fille de Marseille, journaliste, en plein dans les médias, sous les feux des projecteurs? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu prends cette histoire à bras le corps et que tu te décides de monter ce projet fou, de faire retourner ta famille dans les lieux de sa naissance? Alors c'est une idée qui a germé pas en 10 minutes, hein. Vous vous doutez que c'est quand même quelque chose qui était en moi depuis longtemps. Pour vous donner une ordre d'idée, quand j'étais au lycée, pour le bac, on doit faire un TPE. Et mon TPE, c'était sur le départ des Français d'Algérie. Il se trouve que j'ai beaucoup nommé Monsieur Jordi dans ce travail-là. Voilà, et c'était, si vous voulez, pour moi, un moyen à l'époque de parler de quelque chose dont on ne parle pas dans les livres scolaires. Encore aujourd'hui, je pense qu'il y a un énorme manque au niveau de l'éducation sur cette période de l'histoire. Donc j'avais fait ce travail un peu naïvement, en étudiant des documents de Monsieur Jordi, en lisant des livres. J'ai présenté ce travail, ça s'est très bien passé, ok. Et puis j'ai poursuivi ma vie, j'ai voyagé, j'ai fait des études de journalisme, je suis montée à Paris, j'ai travaillé pour des émissions. Et puis un jour, je décide de quitter Paris. Parce que c'est difficile pour une Marseillaise de rester vivre à Paris trop longtemps. Donc je redescends à Marseille, avec cette idée en tête qu'il fallait que je fasse quelque chose de différent. Ça faisait 10 ans que je faisais de la télévision, du documentaire, des reportages. Et puis quand je suis arrivée, je me suis dit,
mais tu sais quoi, l'idée que tu as en tête depuis 10 ans, puisque c'est quand même ce film, je l'ai en moi depuis que j'ai commencé mes études de journalisme, mais tu vas le faire. Alors vous vous imaginez les difficultés auxquelles j'ai dû faire face pour faire ce film. On était en pleine instabilité politique en Algérie. À l'époque, j'ai rencontré M. Jordi qui m'a dit « Bon, c'est ambitieux, mais quand même, est-ce que tu es sûr qu'ils accepteront ?» À l'époque, je n'avais même pas demandé à mon père et à mes oncles s'ils accepteraient de repartir. Et en plus, le poids. Toute ma vie, j'avais entendu ma famille dire « L'Algérie, c'est terminé. Je n'y remettrai plus jamais les pieds. » Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris ces 3 hommes qui ont plus de 60 ans, donc des hommes quand même d'un âge avancé. Je les ai pris séparément. Merci. Je les ai pris séparément. Et je leur ai demandé de manière tout à fait directe, voilà. Aujourd'hui, j'ai une expérience de 10 ans dans la télévision. J'aimerais produire un documentaire sur ton retour dans ton pays. Et là, les 3 m'ont répondu tout de suite. C'est OK. Donc, si vous voulez, il y avait comme... C'est encore une fois, aujourd'hui, je poursuis ce travail auprès des Pieds Noirs, ce recueil, et c'est toujours non, je ne veux pas parler, mais au final, vous finissez par parler. Et donc là, c'est pareil. Au départ, ils ne voulaient pas partir, ils ont fini par partir. Donc, qu'est-ce qui a été le déclic? Je pense que c'est un concours de circonstances. Le fait de redescendre dans ma ville à Marseille, le soleil qui m'a appelé peut-être. Et puis, on le sait pour ceux qui ont vu le film, c'est un film qui n'aurait pas pu se faire après le moment où je l'ai fait. C'est-à-dire que on a profité de l'instabilité politique qu'il y avait en Algérie pour pouvoir tourner, parce qu'il faut savoir que tourner un film en Algérie, c'est quasiment impossible. Donc on a dû user de subterfuges pour obtenir ces images. Et en plus, ce projet s'est terminé par un malheur, qui est la perte de l'un de mes oncles, 5 jours après son retour d'Algérie. Donc si vous voulez, ça a clôturé un petit peu ce projet de manière assez dramatique, mais ça m'a aussi... Je me suis dit, en fait, quand on a envie de quelque chose, il faut le faire tout de suite. Et c'est un peu comme vous, si vous avez envie de retourner en Algérie, il faut le faire tout de suite, il ne faut pas attendre. C'est un peu l'histoire qui s'est passée dans ce documentaire. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est une réussite qu'on en parle encore, que des gens continuent à m'appeler en me disant « j'ai pleuré devant votre film ». Voilà. C'est un petit peu la raison. Ok, merci. Fred, toi, tu es l'auteur, entre autres, d'une bande dessinée que j'ai lue aussi, qui a marqué les esprits, qui s'appelle Les Pieds Noirs à la mer. Alors, quand j'ai vu la couverture de ton livre, bon, je me suis rappelé l'accueil de nos parents à Marseille avec les banderoles qui disaient justement ça. Et je pensais que c'était une bande dessinée sur ce moment douloureux de l'exode et de l'exil où on sort du bateau, on croit être accueilli par la patrie reconnaissante et on reçoit des tomates. Mais pas du tout. En fait, mais je vais te laisser, tiens. C'est mieux que tu résumes toi-même ton livre parce qu'il m'a intéressé à d'autres égards. Donc les Pieds Noirs à la mer, le prochain ce sera les Pieds Noirs à la montagne. C'est un peu comme Martine. Voilà, c'est ça. Rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. Non, j'ai pas une suite, mais je vais faire après un autre bouquin sur l'Algérie, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Moi, je me retrouve un petit peu dans ce que disait Olivia tout à l'heure, dans la mesure où c'est le sujet des Pieds Noirs en général et de l'Algérie, enfin de mes racines en particulier, m'a pas vraiment interpellé jusqu'à un âge avancé. J'ai pas encore 60 ans, mais on peut parler d'âge avancé. Profite. Ouais. J'ai commencé en faisant de la bande dessinée d'autofiction. Alors, autofiction, c'est un mélange entre l'autobiographie et puis des choses imaginées, comme vous pouvez le deviner, à raconter mon adolescence. Voilà, j'aimais bien les potacheries, les conneries que je faisais quand j'étais gamin, et je le racontais en bande dessinée. Et j'ai fait 2 bouquins comme ça, et ensuite, je cherchais une idée pour un 3e, un peu dans la même veine. Et comme j'ai un esprit un petit peu provocateur, j'ai choisi volontairement un sujet qui était particulièrement sensible, qui était justement le sujet de ma famille et des Pieds Noirs, et de mes parents et de mes grands-parents, et notamment du ressenti qu'ils ont pu vivre depuis l'exode, depuis 1962, un ressenti qu'ils manifestaient régulièrement en famille et qui pouvait prendre la forme parfois de colère,
voire de racisme. Et c'est justement ce sujet entre mes grands-parents que j'adorais beaucoup, vis-à-vis duquel j'avais à la fois beaucoup d'affection, puis avec mon grand-père j'avais beaucoup de complicité, parce que mon grand-père c'était un grand farceur, et moi aussi j'ai relevé le flambeau, hein. J'en ai même fait un métier, je suis devenu un farceur professionnel. Voilà, 1000 métiers, 1000 misères. Et voilà. Et malgré ça, il y avait, quand j'étais ado et que j'allais chez mes grands-parents, un truc qui m'échappait, c'est que mon grand-père, dans lequel je me retrouvais, tenait aussi des propos qui me dépassaient, justement parce que sa rancœur prenait l'apparence d'un racisme. Et c'est un racisme qui allait dans tous les sens. C'était plutôt de la colère vraiment qu'un racisme. C'était quelqu'un qui, au départ, était assez humaniste, mais qui s'est retrouvé blessé, qui s'est retrouvé trahi, qui s'est retrouvé cocu de l'histoire, un peu. Et ce qui m'étonnait, par exemple, c'était que mon grand-père se retrouvait dans le discours de Jean-Marie Le Pen, il achetait Minute, etc. Il était marié à une juive, et je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un qui est marié à une juive, et même ma grand-mère qui était juive, se retrouvait dans les propos de Le Pen, alors que Le Pen parlait du rafour crématoire, qui disait que la Shoah c'était un détail de l'histoire. Pour moi, il y avait un paradoxe que j'arrivais pas à comprendre dans ma tête. Et c'est ça que j'avais envie de parler, justement. Je trouvais ça particulièrement complexe et totalement anti-manichéen. C'était pas du tout binaire. Il n'y avait pas d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. Et j'avais envie de me rouler là-dedans, dans cette espèce de complexité. Voilà. C'est vrai, parce que tu as fait une interview à Paris Match au sujet de ce livre qui a été publié en 2013, le bouquin 10 ans à peu près, et tu résumes tout à fait le livre en disant je voulais aussi donner le point de vue des rapatriés qui sont souvent montrés du doigt, vite mis dans la case de gens racistes et exploiteurs. Eux aussi ont été les victimes du racisme des Français. Ouais. Donc, est-ce qu'à travers ta démarche, tu te sentais consciemment ou inconsciemment un devoir de réparation d'image? Oui, aussi. Bah, j'ai pas voulu faire l'arbitre et puis compter les points, vraiment, ou donner des leçons. J'ai voulu vraiment leur donner la parole, parce que cette parole, on leur a jamais vraiment proposé, hein. On les a mis dans des cases. Et j'ai voulu être le plus fidèle possible, même si c'est une autofiction, même s'il y a le mot fiction dedans, j'ai voulu être le plus fidèle possible à cette ambiance qui régnait chez mes parents, notamment chez mes grands-parents, à leurs propos, expliquer justement quelles étaient les racines de cette rancœur et être le plus proche possible de leurs propos. Par exemple, le point de départ de ce bouquin, j'ai retrouvé une cassette audio que j'avais enregistré moi-même mon grand-père quand j'étais gamin, quand j'étais ado, et j'ai retrouvé cette cassette où il me racontait justement son enfance et son adolescence, et jusqu'au moment où il décide de partir en Algérie, où il rencontre ma grand-mère qui elle, par sa famille, la famille de ma grand-mère vit en Algérie depuis des temps immémoriaux, parce qu'elle elle est juive pied noir, donc elle est berbère judaïsée pour être précis. Et voilà, et pour coller justement le plus possible à la réalité, ça m'est arrivé. Donc dans mon bouquin, je parle justement de discussions à table qui montent vite dans les tours, où tout le monde finit par s'engueuler parce que c'est un sujet qui est sensible, vous le savez bien. Et ça m'est arrivé de planquer un petit magnéto à table et de lancer volontairement et pernicieusement la conversation sur ces sujets-là, tout en sachant très bien que ça allait se finir en apocalypse. Alors je me régalais parce que ça marchait à chaque fois, et donc il y avait le magnéto qui tournait. C'était pour la bonne cause. Tu as gardé les cassettes? Oui, j'ai gardé des enregistrements, oui, j'ai des preuves. Hein. Oui. Pense au CDHA. Et donc j'ai repris vraiment parfois mot pour mot exactement les conversations pour essayer de retrouver ce corpus qui est difficile à imaginer, parce que c'est très spontané, quoi. Oui. Non, mais ça transpire dans ton livre, parce qu'on sent à la fois une grosse affection pour la famille, ça c'est génétique, on va dire, ouais. Et une incompréhension par certains aspects de ton grand-père, qui, comme tu disais, paraît dans ton bouquin comme un affreux raciste, et en fait c'est quelqu'un qui a un cœur gros comme ça, donc ouais. Ça t'interroge aussi, parce que tu me dis comment on peut être à la fois les deux dans un seul personnage. Et je pense que quand tu résumes à la fin en disant mais c'est parce qu'ils ont tellement souffert que quand on souffre, on renvoie de l'agressivité et on a du mal à s'apaiser. Oui, puis quand on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu, c'est difficile de juger les gens, quoi. Et c'était pas l'objet non plus du livre, hein. Ouais. Exactement. Et toi, Laura,
le moteur d'envoyer ton père et tes oncles en Algérie, de suivre leur péripéties, ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux réparer les souffrances que vous avez eues, je veux vous faire un cadeau, le cadeau de votre vie ou de votre fin de vie. C'était quoi le moteur de l'action par rapport à ce voyage? Alors pour être tout à fait honnête, on ne parlait pas tellement de douleur. Encore une fois, pour moi, la culture pied noir, elle m'est arrivée par le prisme de la tradition religieuse, c'est-à-dire qu'on parlait de l'Algérie à Rosh Hashanah, à Kippour, on était autour de la table, on mangeait le couscous, et là, à ce moment-là, on parlait de l'Algérie. Donc souvent par le prisme, effectivement, de souvenirs heureux. Mais il faut savoir que moi, mon père et mes oncles, ils sont partis relativement jeunes. Mon père avait 10 ans. Il a jamais, encore une fois, il a des souvenirs de l'enfance qui sont des souvenirs heureux. Évidemment, il me parle de la guerre, mais si vous voulez, pour vous donner une ordre d'idée, pour lui, il m'a donné une anecdote assez hallucinante. Il me disait, je me rappelle, je prenais le journal et je regardais le nombre de morts par jour en Algérie. Et il me disait, je prenais un petit papier et je comptais alors, les Arabes, les Français. Et en fait, c'était comme un jeu pour lui. Donc, si vous voulez, il n'a pas vécu ça comme l'a vécu évidemment ma grand-mère, mon grand-père, qui eux ont été mariés là-bas, qui ont vécu la plus grande partie de leur vie là-bas. Donc pour moi, évidemment, on me parle souvent de cadeaux. Beaucoup de gens me disent « Ah, ben tu as fait un cadeau à ta... » Moi, je le vis pas comme ça. Je me dis que inconsciemment, c'était quelque chose qui devait se passer. Ma carrière professionnelle a fait que j'ai fait ce métier et j'ai donné cette opportunité. Je sais qu'il ne serait jamais retourné en Algérie si je n'avais pas fait ce film. Donc ça a au moins permis ça. J'ai pas la prétention de dire que je leur ai fait un cadeau, mais au moins j'ai permis ce souhait qui, je pense, au fond est enfoui dans chacun des pieds noirs, de retourner voir sa maison. Et de réparer l'injustice, ou ce qu'on croit être l'injustice. Ou se replonger dans ses souvenirs heureux, parce que la plupart, quand même, vous avez des souvenirs heureux de l'Algérie. Et c'est vrai que quand mon père est rentré dans son appartement, même s'il avait 10 ans, il a pleuré, mais il n'a pas pleuré parce qu'il a vécu la guerre dans cet appartement, il a pleuré parce qu'il voyait sa mère dans la cuisine, il voyait son père lire le journal dans le salon. C'est plus ces souvenirs-là qui sont restés. Donc voilà, c'est... D'accord. Mais autant Fred que toi, Laura, quel est ton rapport à l'Algérie? Là, je ne parle pas de ce que vous avez fait, mais quand vous pensez à cette histoire de l'Algérie française, d'où vous parlez en fait? Disons, moi, quand je suis allée en Algérie pour le repérage du film, évidemment, ça m'a tout de suite parlé. J'ai l'impression que j'étais allée 10 fois, puisque évidemment, les histoires qu'on m'a racontées ressemblaient étrangement à ce que j'étais en train de voir. Après, je peux pas dire que l'Algérie est présente au quotidien dans ma vie, c'est pas vrai. Pour autant, quand j'entends parler de l'Algérie, c'est des choses qui m'intéressent. Ça fait 3 ans que j'étudie le sujet, puisque j'ai réalisé ce film. Je continue ce travail de mémoire, puisque j'ai le projet de réaliser un 2e film et une exposition audiovisuelle l'année prochaine dans le cadre des célébrations. Donc, je continue ce travail, peut-être parce que j'en ai besoin, peut-être parce que, au fond de moi, je continue de vouloir savoir toujours plus, au-delà de l'histoire de ma famille. Parce qu'encore une fois, quand les gens regardent mon film, oui, c'est une histoire familiale, mais c'est une histoire qui résonne dans chacun d'entre vous. Même si, moi, j'ai des gens qui me disent je suis de Pologne, quand j'ai vu votre film, ça m'a bouleversée. Parce que ça parle de déracinement, parce que ça parle de quitter la terre natale. Donc voilà, c'est toujours l'histoire intime qui la rend universelle. Donc le rapport que j'ai à l'Algérie, il est plutôt aujourd'hui, voilà, il ne m'habite pas pour autant. Je continue à poursuivre ce travail et je suis dans cet héritage. De toute façon, si tu expliques ce qu'on est en train de dire, c'est que quelque part, tu as une empreinte, et cette empreinte, eh bien, maintenant, elle est indélébile, quoi. Donc, tu poursuis ta route créatrice et professionnelle avec ça. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai constaté, lors de la sortie de cette première œuvre, c'est qu'elle résonne dans chacun d'entre nous. Moi, j'ai été assez stupéfaite du nombre de messages que j'ai reçus de petits-enfants de pieds noirs. J'ai reçu évidemment des messages de pieds noirs qui m'ont dit « c'est fantastique, j'aurais aimé le faire, etc. » Mais les petits-enfants qui m'ont dit « en fait, on voit jamais rien sur l'Algérie et on voit jamais rien sur ce qui s'est passé là-bas. » Ou très peu de choses, à part si on s'y intéresse vraiment. Donc finalement, moi, ça m'a confortée dans l'idée que c'était un travail nécessaire de parler de ça à notre génération ou à celle en dessous. Vous voyez, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a un manque et qu'il doit être assumé. Aujourd'hui, je tiens à dire que les chaînes de télévision, les pouvoirs politiques
au niveau local, régional, ont du mal à parler de cette histoire. Moi, je tente de faire passer ce message, mais c'est très compliqué. Parce que, à voir, comme on le disait ce matin, il y a des lectures de l'histoire, il y a des historiens qui ne sont pas d'accord, des rapports qui sont envoyés qui ne plaisent pas à tout le monde. On sent que c'est toujours 60 ans après extrêmement délicat. Je pense que nous, on a une part de responsabilité, on a un travail à faire, petits enfants de pieds noirs, et on doit se battre, parce qu'on doit se battre, c'est difficile, pour continuer à parler de cette histoire-là. Tu dirais que c'est une petite démarche militante pour toi ? C'est pas une démarche militante parce que je me revendique pas journaliste des pieds noirs, je ne fais pas que ça, il y a pas que ça qui m'intéresse. Pour autant, je sens qu'il y a un manque dans l'espace médiatique, l'espace politique, et que finalement, les pieds noirs, ils en parlent entre eux, on en parle entre nous, mais est-ce qu'on en parle au monde ? C'est ça la question. C'est-à-dire que, effectivement, ça résonne dans chacun d'entre nous, ce que je suis en train de dire, mais est-ce que l'important, ce n'est pas d'en parler ailleurs ? Est-ce que quand vous demandez à un Auvergnat de 20 ans qu'est-ce qu'un pied noir, est-ce qu'il sait répondre ? Je ne suis pas sûre. En même temps, un Auvergnat... Je vais te demander, Laura, est-ce que tu as rencontré des pieds noirs qui, suite à ton reportage, ont eu envie d'y aller ? Enfin, est-ce que ton reportage a donné envie concrètement à des gens d'y aller ? Oui, alors après, il y a une différence entre le dire et le faire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils m'ont tous dit « Ah oui, mais toi... » En gros, tu as préparé le terrain et c'était facile pour eux. Mais je leur ai dit, oui, mais il y a des associations de pieds noirs qui organisent ça. Je pense qu'il faut un élément déclencheur et peut-être que les petits-enfants peuvent être cet élément déclencheur. J'ai rencontré là tout à l'heure, lors de la pause déjeuner, un jeune homme qui me disait, moi j'aurais rêvé amener mes parents là-bas, mes grands-parents là-bas. Je pense qu'on a aussi peut-être à cœur de porter cette mission, c'est-à-dire de proposer, pourquoi pas, à nos parents, nos grands-parents de retourner sur leur terre natale. Ça les aiderait, je pense, à franchir le cap. C'est compliqué. Moi, j'ai essayé personnellement et c'est très compliqué. Bien sûr. Chacun a son histoire et ses traumatismes et c'est complètement... Encore une fois, si j'avais proposé ce film à mes grands-parents, je suis pas sûre que ça aurait été possible. Là, c'est la génération d'après. Effectivement, quand ils sont partis, ils étaient jeunes. Le traumatisme était peut-être moindre. Et aussi... Ils étaient ensemble, oui, c'est ça. C'est-à-dire que jamais ils y seraient retournés seuls, évidemment. On le voit dans ton film, ils ont 15 ans sur le bord du quai, ils s'amusent comme des gamins. Ouais, il faut savoir que lors du tournage, moi, j'ai pas pu être là-bas, puisque je n'ai pas obtenu... L'Algérie m'a refusé le visa en tant que journaliste. Donc ça a été extrêmement douloureux pour moi de ne pas pouvoir les accompagner. J'avais fait ce repérage. Pour autant, l'équipe sur place que j'avais chargée de prendre en charge ces 3 frères... Ils m'ont dit très simplement, en fait, on dirait des gamins. Ils sont retournés, on dirait qu'ils ont 10 ans. Et ça a été extrêmement fort. Et toi, Fred, est-ce que tu as des informations sur les lecteurs de ton livre ? Ou est-ce que tu as eu des retours de lecteurs ? Et quel type de retour tu as eu ? Globalement, oui. Enfin, c'est que j'ai eu lors de séances de signature, j'ai rencontré pas mal de pieds noirs. Oui. Globalement, c'est des retours plutôt positifs, ouais, bien sûr. Ouais. Après, comme c'est de l'autofiction et que je prends des vrais gens que je mets dans ma bande dessinée, vu que sans leur demander l'autorisation, c'est vrai que des gens de ma famille appréhendaient un petit peu le bouquin. Et moi, j'appréhendais leurs réactions. J'en avais même parlé avec des confrères à moi qui ont fait des livres des autobiographies, qui ont même eu des procès parce qu'ils mettaient en scène des gens de leur famille. Donc j'étais un peu inquiet quand même. Et quand le bouquin est paru, je me rappelle, juste après, donc j'étais allé à Marseille pour une interview. Et à Marseille, il y a mon oncle qui habite et qui s'est reconnu dans les traits d'un des personnages, parce que je me suis largement inspiré de lui quand même. Et il avait eu quelques activités au sein de l'OAS. Et j'appréhendais vraiment à la fois sa réaction à lui et en plus la réaction de son fils qui est mon cousin, que je présentais un petit peu comme un gentil benet marseillais, un peu cacou comme on dit. Et quand je suis arrivé à Marseille, je lui avais dit à mon oncle que je passerais, donc éventuellement qu'on pourrait se faire un petit coucou, et il m'attendait à la gare. Et il y avait son fils qui était là aussi. Et il m'a dit monte dans la voiture. Et je lui ai dit oui, mais je lui ai dit on va où? Mais on va chez moi. J'ai un truc à te montrer. Et je lui ai dit oui, mais j'ai une interview dans une petite heure. Est-ce que ça va le faire? Oui, t'inquiète pas. Alors je suis monté dans la voiture, j'avais plus trop le choix. Et on est allé chez lui. Et j'en menais vraiment pas large. Et dans la voiture, il y avait un grand silence.
sauf mon cousin qui racontait 2-3 conneries, qui n'avaient rien à voir avec la problématique. Et donc quand on est arrivé chez mon oncle, il m'a dit voilà ce que je vais te montrer. Il a sorti des dossiers, il a retrouvé des vieilles photos de l'Algérie, où à l'époque il était instituteur débutant, enfin il commençait une carrière dans l'enseignement qu'il a laissé tomber entre-temps, et il m'a expliqué qu'il allait dans les Aurès pour enseigner à des jeunes musulmans, comme on disait à l'époque, en disant tu vois, voilà, j'enseignais à des jeunes musulmans, tout se passait très bien entre nous, en fait on était deux communautés qui s'entendaient bien. Et voilà, je ne suis pas juste un sale raciste et un terroriste de l'OAS, mais il y a eu une fraternisation. Voilà, il tenait vraiment à me montrer ça. Voilà, mais j'espère qu'en même temps, je ne l'ai pas trop dépeint sous des traits caricaturaux non plus. J'ai essayé d'être le plus fidèle à ce qui se vivait autour de moi, dans ma famille, quoi. Voilà. Ok, merci. Alors une question un peu plus particulière. On est ici à la table ronde de ce qu'on a appelé la communauté juive. Parce qu'on est persuadé que si on a un destin commun et on a eu une histoire commune, la façon dont on a rebondi en métropole, quand je dis on, c'est nos parents évidemment, n'est pas tout à fait similaire. Et donc j'ai une question pour vous deux, mais répond qui veut, il n'y a pas de... est-ce que vous avez l'impression que votre communauté a rebondi en métropole différemment des Harkis, c'est quasiment sûr, des Européens, j'en sais rien, et si oui ou sinon, est-ce que vous pouvez en dire plus là-dessus? Moi, je ne vais pas non plus parler au nom de tous les Juifs d'Algérie. Après, c'est un peu particulier parce que moi, ma famille, mon grand-père était fonctionnaire. Donc, en fait, il est arrivé en France, il travaillait pour la Banque d'Algérie, donc il s'est retrouvé à la Banque de France à Marseille. Donc, il n'y a pas eu, comme beaucoup de familles, une main devant, une main derrière, pas du tout. Il est arrivé dans des conditions plutôt confortables. Il est resté en Algérie 6 mois de plus pour former les Algériens à la Banque d'Algérie. Et puis quand il est arrivé, il était à la tête de 4 enfants, donc il avait la priorité. Il a choisi Marseille, évidemment. Ma grand-mère était mère au foyer, donc non, rebondir. Je pense qu'ils ont continué leur vie. Ils ont tenté de continuer leur vie. Évidemment, elle était différente puisqu'elle ne ressemblait pas à celle de Bab el Oued, évidemment. Mais est-ce qu'ils vous ont parlé lors des fameux repas dominicaux de l'accueil particulier qu'ils auraient reçu? J'en ai pas le souvenir, pour être tout à fait honnête. Je pense que, encore une fois, je faisais partie d'une famille de privilégiés parce que mon grand-père s'est intégré dans une entreprise qui était déjà française. Il n'était pas du genre à se faire remarquer, donc il s'est un peu fondu dans la masse, ma grand-mère aussi, et je pense que ça s'est fait comme ça. Mes oncles et mon père, ils étaient au collège, au lycée, pareil, pour eux, c'est pas quelque chose qui les a marqués, donc on peut pas dire qu'ils étaient habités par la douleur, la souffrance de l'accueil. Après, avec le recul, moi, mon grand-père a fait une dépression 5-6 ans après son arrivée en France. Il a dû avoir le contre-coup. C'est-à-dire que, évidemment, en faisant croire que tout va bien et en se fondant dans la masse, évidemment, on peut garder une certaine douleur à l'intérieur et elle peut sortir à tout moment. En l'occurrence, elle a duré 15 ans de dépression qui l'ont menée à sa perte par la suite. Donc l'Algérie, comme ses parents, l'a en quelque sorte tué à petit feu. D'accord. Et pour toi, pour ta famille, Fred? Moi non plus, je ne vais pas parler au nom d'une communauté. Oui, c'est vrai que ma grand-mère, elle était, comme je l'ai dit, berbère judaïsée. Enfin, dans ma famille, il y avait des juifs du côté de ma grand-mère maternelle. C'était les Elbaz qui avaient marié les gens de la famille Guig. Alors les Guig, c'était encore compliqué. C'était au départ des chrétiens qui s'étaient fait kidnapper, qui étaient devenus esclaves parce qu'ils s'étaient fait rafler sur la côte sud de France. Ils s'étaient retrouvés à l'époque des barbaresques en Algérie et se sont convertis au judaïsme une fois arrivés en Algérie. Voilà. Mais oui, je suis pas, moi-même, je suis pas croyant. En fait, au départ, on devait inviter Johannes Farr, mais il demandait un cachet trop important, donc finalement, non, par défaut, invitez-moi. Donc, il serait pas venu, ça veut dire, c'est ça? Voilà. Je sais pas. Et concernant leur intégration, mes parents, donc, ils étaient internes en médecine à l'hôpital Mustapha à Alger. Et quand est arrivée l'indépendance, donc ils se sont retrouvés un peu les couillonnés des couillonnés, c'est-à-dire qu'on les a mis là où il restait de la place, à Lille, dans le Nord, c'est pour ça que je suis né à Lille. Voilà, ils n'avaient pas vraiment choisi.
Voilà. Ok. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, moi, dans les interviews, c'est justement cette force de travail. C'est-à-dire que le pied noir, dans l'adversité, il se dépasse et il peut vraiment aller là où il a envie d'aller. Et dans tous les témoignages que j'ai réussi à obtenir ces derniers mois, je constate que cette arrivée dans la douleur, dans l'adversité, elle a aussi permis un trait de caractère qui est on va y aller, on va foncer, on va réussir. Et aujourd'hui, on a des grandes figures emblématiques pieds noirs dans tous les secteurs, aussi bien le business que la musique, etc., qui sont là et ils ne sont pas là par hasard. Je pense que l'exil a permis aussi cette force de travail et voilà, ce besoin de... C'est pas une revendication, mais ce besoin de dire je suis encore là. D'accord. Ils ne sont pas posés comme des victimes systématiquement. Ouais. Exactement. Au bout d'un moment, ouais, ils sont arrivés avec une main devant, une main derrière, comme on dit. Mes parents, moi, ils avaient juste leur diplôme en poche. Et puis par là, oui, par la force du poignet. Et c'est vrai qu'on retrouve ça chez beaucoup de C'est pieds noirs. systématique, oui. Quand on voit, moi maintenant je suis de Montpellier, tout le monde me dit à Montpellier que c'est une ville qui a pris son essor grâce aux pieds noirs et que c'était une ville qui était de même dimension que les petites villes environnantes. Et que soudain, voilà, c'est par la force de cette communauté que ça s'est développé. D'accord, très bien. J'avais aussi une question, là aussi un peu personnelle. Quand on vous a demandé si vous voulez bien venir participer à ce colloque, personne, enfin en tous les cas, aucun d'entre vous deux n'a hésité une seconde. Pourquoi ? Si Fred, toi tu m'as dit, pour être tout à fait honnête, tu m'as dit je veux bien venir, mais je veux pas tomber dans un piège. Donc oui, j'imagine que tu n'es pas tombé dans un piège. Donc, disons, je voulais savoir où je mettais les pieds aussi, parce que c'est vrai qu'il y a pieds noirs, et puis qu'on parle de communauté pieds noirs, mais maintenant c'est vrai que tu me demandais justement quel était l'accueil que j'avais reçu pour mon bouquin. Parfois, ça m'est arrivé de rencontrer des gens d'associations de pieds noirs, mais qui étaient un peu de tendance un peu extrême droite, voilà, des nostalgériques qui cultivaient non pas seulement une nostalgie, mais aussi une rancœur. Et ça, je voulais pas tomber là-dedans. Moi, je voulais plutôt tomber dans quelque chose de positif. Voilà, on t'a rassuré visiblement. Ouais. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Bon, bien. Et toi, Laura, pourquoi tu as dit oui de suite ? Parce que c'est la continuité logique de ce que je suis en train de faire. Encore une fois, mon film est sorti l'année dernière. Depuis janvier, je travaille sur l'élaboration d'une œuvre pour l'année prochaine, pour les célébrations du soixantenaire. On allait en parler maintenant, mais bon, puisque tu veux qu'on... Voilà, non, mais du coup, pour moi, évidemment, tout ce que vous dites là, la transmission, c'est-à-dire que c'est pour l'instant le cœur de mon travail. Donc, évidemment que j'ai accepté tout de suite, parce que c'est en phase avec ce que je récolte comme information auprès des gens que j'interviewe un peu partout. Alors moi, ce qui me fait plaisir, c'est que même si vous ne le sentez pas, vous avez une mission. Et vous l'assumez pleinement. Donc merci déjà et bravo, parce qu'on a besoin de 109 dans ce combat qu'on mène depuis quelques années. Un combat. Oui, un combat dans la transmission. Moi, je suis plus vieux que vous forcément, mais je refuse de réaliser que nos ancêtres ont vécu pour rien. C'est pas possible. C'est vrai, il y a aussi cette mauvaise image qui colle à la peau aussi depuis 62 et même avant, sur le pied noir qui faisait suivre le Burnouz, qui était un exploiteur, etc. Je pense que les pieds noirs, que les enfants de pieds noirs sont plus à même d'en parler et de dissiper ce malentendu, parce qu'ils sont pas jugés partis. C'est ça. On a du recul par rapport à ça, et c'est vrai qu'on peut en effet avoir cette mission de briser ces clichés qui sont faux. Et surtout, moi, je voulais juste préciser, mon film a été diffusé à l'Institut français d'Alger et dans plusieurs instituts français en Algérie, parce que malheureusement, il peut difficilement être diffusé ailleurs que dans un institut français. Et évidemment, beaucoup d'Algériens l'ont vu. Et ce qui m'a bien sûr fait plaisir, c'est que ce film n'a pas été vécu du tout comme une offense. Au contraire, c'est un film de fraternité. Donc voilà, c'est important aussi de préciser que le point de vue de l'Algérie... qu'on peut dans ce travail inclure les Algériens. Parce que c'est ce qui s'est passé moi lors de mon premier film, et c'est ce que je souhaite faire également dans le deuxième. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus complètement effacer ces gens qui ont vécu. On a tous vécu ensemble. Enfin, on a tous. Je n'ai pas vécu, mais vous avez tous vécu ensemble. C'est significatif. Voilà, quand même, tu vois. Exactement. C'est un lapsus révélateur. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Non, mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que l'Algérie, évidemment, est dans une situation politique difficile, et il faut aussi se battre, nous, petits enfants de pieds noirs, pour que ces œuvres-là existent de l'autre côté de la Méditerranée. Absolument, oui. Comme l'a fait Olivia lors de son festival, même s'il n'y avait pas de public, c'était important qu'elle soit là-bas aussi.
Alors, on va arriver à ce que tu essayes de dire depuis tout à l'heure, les futurs projets. Tu as des projets Oui, oui, tout à fait. Il se trouve que avec Sarah El Younsi, qui est réalisatrice également, qui m'a démarché en début d'année, qui elle aussi est petite fille de Pieds Noirs, après avoir vu mon film, a eu l'idée effectivement de penser à un film sur qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette culture pied noir, tout en définissant qu'est-ce que le pied noir. Parce qu'évidemment, on a du mal à définir qui vous êtes, qui on est, je ne sais pas comment il faut dire, voilà, qui on est. Et donc, on a pour mission, effectivement, de recueillir le témoignage de dizaines et de dizaines de pieds noirs, de petits-enfants de pieds noirs, d'arrière-petits-enfants de pieds noirs, tous ceux qui veulent parler de ce qui leur reste en termes de racines pieds noirs. Donc, qu'est-ce qui reste au fond d'eux? On tente effectivement de faire vivre ce projet. On espère qu'il rayonnera au CDHA et partout en France, parce que on ressent aujourd'hui la nécessité de parler de ces racines 60 ans après. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que j'ai l'impression, en demandant ici et là, qu'il n'y a pas grand-chose qui se prépare pour ces célébrations, et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je me dis, on est quand même à une date phare, qui est le 60e anniversaire de l'arrivée des Français d'Algérie en métropole, et on est en année électorale, il va se passer plein de choses, les tensions entre Alger et Paris, certes, mais qu'est-ce qui se prépare vraiment? Et moi, j'ai à cœur aujourd'hui de porter ce projet parce que je ressens cette nécessité. Oui, pardon, mais de toute façon, ne comptons pas sur les autres. Hein, tout à fait. Ton projet, ça veut dire que tu le portes parce que... Exactement, bien sûr, tout à fait. Mais c'est important de le souligner qu'aujourd'hui, la difficulté, elle est là. Et moi, je me pose toujours la question, pourquoi? Pourquoi on ne veut pas en parler? Voilà. Je vais juste vous laisser regarder la bande-annonce, puisqu'on a une... Pardon? Oui. J'entends pas trop ce qu'elle dit. Attendez. J'arrive avec le micro parce que là, on vous entend pas. Vous allez vous égosiller. Alors, on a besoin de temps. Oui, on a besoin de temps en fait. Je vous donne juste un tout petit exemple. Les Espagnols en 1944 ont libéré Paris le 24 août. C'était la division blindée du maréchal Leclerc. Est-ce que quelqu'un ici le sait? Et ça fait 80 ans et ça a été évoqué seulement l'année dernière. Donc, si vous voulez, non mais c'est un travail, c'est normal, c'est un travail sur les mémoires et c'est pour ça que tout ce que nous faisons en ce moment est très précieux et il ne faut pas le regretter parce que sinon, si on passe en force, c'est comme on a fait en Espagne avec la Movida et ça passe trop vite et après on revient sur les blessures. Le pire, c'est quand les blessures n'ont pas été cautérisées, n'ont pas été soignées, elles sont refermées, après il faut les réouvrir. Donc là, il faut compter sur le temps pour les apaiser en fait. Oui, après... C'est normal en fait, il ne faut pas s'en inquiéter, mais c'est bien par contre de, comme vous dites, de continuer provoquer. Le combat et de... Bien sûr, voilà, oui, il faut provoquer bien parce sûr, que mais 60... ne vous impatientez pas quoi. Oui, non, bien sûr, je dis pas ça, mais c'est vrai que pour moi, ça me paraît déjà long, 60 ans, attendre justement tout ce temps pour en parler. Voilà, c'est pour ça. On ferait tes projets par rapport à... C'est vrai qu'on a exprimé plusieurs fois qu'on était les mal-aimés de l'histoire, qu'on était les perdants de cette situation. Ouais. Enfin, double peine. Mais j'ai un prochain bouquin qui est terminé, mais qui devrait paraître en février prochain, qui s'appelle Alger Retour, et qui a un lien avec ton documentaire, parce que c'est l'éventualité du retour du père du personnage. Alors moi, c'est mon alter ego. Moi, j'ai un double de fiction. Je suis un peu schizophrène. Et donc, mon double... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé en Algérie en 2013, je crois. J'étais invité à un festival de bande dessinée. Et à l'occasion de ce voyage, j'en ai profité pour aller frapper à la porte de l'appartement dans lequel vivait mon papa et sa famille jusqu'en 62, par curiosité comme ça. Et j'ai rencontré des gens, une dame et des gens de sa famille qui vivaient dans cet appartement. Donc on est resté un peu comme des chiens de faïence comme ça sur le palier pendant quelques secondes. Je leur ai expliqué que mon papa habitait là. Après un petit laps de temps, elle m'a fait entrer et finalement on a beaucoup parlé. Je lui ai montré des photos que j'avais ramenées et elle voulait plus me laisser partir. Après, je faisais partie de la famille. C'était très touchant, très émouvant.
Voilà, et ce voyage qui a duré 5-6 jours, qui commençait sous de mauvaises auspices parce que ça correspondait exactement au moment où il y avait un guide de haute montagne, Hervé Gourdel, qui s'était fait égorger. Voilà, juste à ce moment-là. Donc mes parents m'ont dit tu vas pas partir, ils venaient juste de se faire capturer. Ils m'ont dit nous on a échappé à la mort en 62, il ne faut pas que notre rejeton y passe, ce serait trop bête. J'y suis quand même allé et je l'ai pas regretté parce que j'ai rencontré beaucoup de gens avec qui j'ai gardé des contacts et c'était très très enrichissant, émouvant. Et d'ailleurs au départ j'osais pas dire que j'étais fils de pied noir quand je suis arrivé, quand j'ai mis les pieds en Algérie, que je suis monté dans le taxi. Mais j'ai pas pu m'empêcher de le dire, et le chauffeur de taxi, quand je lui ai dit ça, m'a dit tu es chez toi, bienvenue chez toi. Et ça m'a vraiment touché. Voilà, donc je raconte ça et d'autres choses dans mon prochain bouquin. Donc ça veut dire que après Les Pieds Noirs à la mer, en écrivant Les Pieds Noirs à la mer, ouais. tu as ouvert quelque chose en toi, parce que là tu es en train de faire le prolongement de faire les prolongations, alors que je pensais pas du tout un jour m'intéresser à ce sujet, à mes racines. Moi, je m'intéressais à ce qui s'était passé depuis ma naissance, mais pas avant, quoi. L'Algérie, pour moi, c'était... En plus, mon père, quand on lui demandait s'il voulait retourner à l'Algérie, il disait non, l'Algérie, c'est l'Atlantide, le continent englouti. Voilà. Mais finalement, ben voilà, je suis tombé sur cette cassette audio des souvenirs de mon grand-père, et c'était l'élément déclencheur qui a fait que finalement, je me suis intéressé et j'ai pas lâché le morceau. D'accord. Voilà. Avant de vous donner la parole pour les vraies questions, enfin les questions, parce que je vois qu'il y en a qui bouent. Laura, on va projeter ton... Oui, ton alors vidéo, c'est une petite bande-annonce qu'on a... Et surtout, si tu as un appel à faire, si tu as besoin d'un coup de main, de témoins, tout ça, vas-y. Tout à fait. Nous, on est toujours à la recherche... Ah, un petit instant. Effectivement, là, dans le cadre de ce travail, qui n'est ni sociologique, ni historique, c'est vraiment... à hauteur d'hommes et de femmes, encore une fois on est juste réalisatrice, on recherche effectivement des témoignages, donc des personnes, un peu comme le CDHA, des personnes qui souhaitent témoigner pour contribuer à ce documentaire qui parle de la souffrance mais pas que, parce qu'on a souvent tendance à montrer les pieds noirs par le prisme de la souffrance, et c'est pas tellement ce qu'on veut faire. Nous on veut révéler l'identité pieds noirs telle qu'elle est, qui rayonne. Voilà, c'est une culture solaire et on a envie de la mettre en valeur dans ce travail. Laura, on a une question sur le chat oui. Qui nous demande où est-ce que l'on peut voir ce film ? Comment on fait ? Alors, il se trouve qu'il a été rediffusé sur France 3 lundi dernier, donc peut-être sur le replay. Le film n'est pas distribué, c'est-à-dire que je n'ai pas de distributeur qui s'occupe de la démarche. Pour autant, c'est une œuvre participative, puisqu'il y a 150 personnes qui ont participé à la production de ce film, donc c'est aussi une œuvre qui appartient à tous. Donc les personnes n'ont qu'à m'écrire et je leur enverrai le lien du film avec grand plaisir et bien sûr gratuitement. Voilà. Mémé Angèle, je me rappelle encore de ta tétra, cette viande mijotée que tu cuisinais pendant des heures. Mamie Colette, tu t'es mariée à Notre-Dame d'Afrique et je ressens encore tous tes souvenirs. Mais que sait-on vraiment de vous ? Qui est ce peuple de Méditerranée ? Et l'on m'appelle l'oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal, on m'a surnommé l'oriental. Le vélo est vindicatif, faut pas l'emmerder. Voilà. Et puis il est sentimental aussi, dès qu'il écoute la musique il pleure. Voilà, c'est ça. C'est pagnolesque un peu. L'âme pied noir, pour moi, c'est à la fois une grande joie et une grande mélancolie. Cette chaleur de se être ensemble, de la cuisine, de rire, de parler fort, et cette mélancolie de tous ces paysages que ces gens-là avaient en eux et qu'ils ont dû laisser. Quand je suis arrivé en France, je faisais des tours de chant dans les cabarets et tout ça, et il y en a qui me disaient « Mais comment ça se fait que ta musique, elle est orientale ?» À ce moment-là, les Français ne nous comprenaient pas au départ. Mais grâce à mes chansons, ils nous ont mieux compris. Les pieds noirs, je crois, c'est des êtres de chair et de sang, de colère et de passion. C'est ça que j'aime, j'allais dire chez eux, mais chez nous. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue,
météo. Alors j'ai plusieurs villes. J'ai Paris, Marseille, Oran. Je sais, voilà, à Oran, belles éclaircies en ce moment. Vous voyez? C'est ça qui reste. Comment expliquer ça? Je suis un chanteur de variété, mais quand je chante la musique arabo-andalouse, je redeviens un Algérien. Je me sens extrêmement méditerranéenne. J'ai l'impression qu'il y a la musique orientale qui court partout à l'intérieur de moi, que j'ai effectivement mes petites madeleines de Proust qui sont la chouchouka, qui sont le couscous, qui sont la tafina. C'est curieux, c'est tout ce que j'ai pas connu en direct, mais qui court à travers moi et à la limite qui est plus présente en moi que ça n'était présent par exemple chez ma mère. On allait pique-niquer, nous, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, que ça se fait pas ici. Ça se fait pas. On a essayé d'instaurer ça, mais quand on a vu que ça prenait pas, ben on a laissé tomber. Chez moi, à la cité des Eucalyptus, où il y avait une famille juive, une famille arabe et notre famille, à chaque fête, ils traversaient le hall pour nous donner l'assiette de gâteau. Et ma mère, quand elle faisait les moulins, elle apportait une mouna à chaque voisin. Et c'était comme ça toute l'année. Mon père, il dit souvent, je m'en souviens à 2000%. Ça s'est cristallisé dans sa mémoire. Et il n'y a que les grands bonheurs ou les grandes souffrances qui s'enracinent autant dans un destin. Mektoub, je dis pas destin. En français, je dis mektoub. Tu vois, c'est mektoub. Alors, j'ai dit, Daniel, j'ai dit, tu sais ce que c'est? Il me dit non. Je dis, ça veut dire destin en arabe. Soleil, soleil de mon pays perdu,